On va pouvoir accueillir et installer un nouveau conseiller communautaire titulaire pour la commune de Bouin. C'est le premier point à l'ordre du jour. Ah pardon, l'appel, excuse-moi. Ah oui, j'ai désigné le secrétaire de séance et j'ai pas pris l'appel. Bel appel alors. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Le président a été pressé, vous avez vu. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet. Il est là. Oui, merci. Pierre-Jean Rochette, donc. Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour, André Gay, remplacé par Christelle Berthéas. Okay. Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Desrory, Frédéric Serret a donné pouvoir à Patrice Potonnier, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goutfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brejary, Christiane, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy a donné pouvoir à Dominique Guillain, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, remplacé par Jean-Marc Bessac, Yannick Touran, remplacé par Vivien Brouillat, Christian Cassoulot, remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, merci. Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Thierry, Patrick Remestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Goubi, Karine est arrivée, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutançon, Christophe Basile, Christiane Bayet, Abderrahim Bentayeb a donné pouvoir à Cindy Giardina, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix a donné pouvoir à Pierre Giraud, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivillère a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout excusé, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sari, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier remplacée par David Mur, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy a donné pouvoir à Olivier Joly, Béatrice Dauphin a donné pouvoir à René Françon, Flora Gauthier a donné pouvoir à Pascal Peloux, Alain Laurendon, Nathalie Legal a donné pouvoir à Ghislaine Poyet, Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Alain Laurendon, François Madvet, Pascal Peloux, Ghislaine Poyet, Carole Tabitien a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Johara, Stéphane Villard a donné pouvoir à Martine Charles, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas, Annick Brunel excusé a donné pouvoir à Christian Soulier, André Gachet, Christian Soulier, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Drevet, remplacé par Nicole Pardon, Michael Miomandre, Jean-René Jondel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère a donné pouvoir à Jean-Marc Grange, Christophe Breton a donné pouvoir à Pierre Verdier, Julien Ronzier, Yves Martin, Sylvie Bonnet, Thierry Hareux, Nicole Pinet a donné pouvoir à Yves Martin, Gérard Peslon. Absent. Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Daval, remplacé par Patrice Potonnier.
Merci, Patrick. Bon, le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir faire ce conseil communautaire sans difficulté. Pour ce qui est, donc je reprends, nous allons accueillir et installer un nouveau conseiller communautaire en la personne de Robert Rogef, puisque nous avons eu l'élection sénatoriale qui a fait que Pierre-Jean Rochette a dû démissionner de son poste et de conseiller communautaire. Il est remplacé par Robert Rogef dans l'ordre des tableaux et du fléchage. Robert, bienvenue. Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà. Appuie qu'une fois. Après, il faut attendre que ça marche. Je ne suis pas repéré encore, si. Simplement pour vous dire que dans le mandat précédent, j'étais conseiller communautaire déjà, et que pour le compte de Loire-Forêt, j'ai déjà exercé plusieurs délégations, en particulier une avec Patrice Couchot dans le cadre du tourisme. Et donc, voilà, c'était quelque chose que je voulais porter à votre connaissance. Bien, merci. En tout cas, nous devons procéder à l'élection d'un nouveau vice-président, en l'occurrence du 4e vice-président qui avait en charge le tourisme. Suite à discussion avec l'intéressé, j'ai souscrit au fait que aujourd'hui Pierre-Jean Rochette est remplacé par Robert Rogef dans une forme de continuité, y compris de répartition géographique, etc., et de composition de l'exécutif. J'ai proposé à Robert Rogef de vouloir prendre cette vice-présidence et jusqu'à la fin du mandat, si tant est que, évidemment, les élections de Boin ne bouleversent pas cette demande. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas, très clairement, sur cette délégation assez importante, prendre celle-ci pendant quelques mois, jusqu'au mois de janvier. C'était juste pas possible de pouvoir gérer cette délégation entre-temps. Donc, voilà, la proposition qui est faite, c'est d'être sur le remplaçant de Pierre-Jean sur cette délégation de tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, c'est un vote à bulletin secret. En l'occurrence, c'est à électronique secret. Vous avez un grand tableau devant vous. Ce grand tableau devant vous vous permet de voter. Si vous souhaitez voter la proposition qui vous est faite, il faudra faire le numéro 111. Et vous pouvez également vous abstenir ou voter pour un autre numéro. Si vous avez un pouvoir, il faut penser à voter avec le boîtier du pouvoir, sinon on n'aura pas le bon nombre de votants. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu, on va vous dire quand on pourra voter. Vous pouvez voter. Alors regardez, vous faites le 111. Ah, attendez, ils n'ont pas l'écran chez nous. Oh, c'est chiant. Vous l'avez pas depuis le début? Ça le barrait, ça. Alors simplement, puisque vous n'avez pas l'écran, écoutez bien, il faut voter 111 pour Robert Rogef, 777 si vous souhaitez voter blanc, 999 si vous voulez vous abstenir, ou voter un autre numéro de la planche que vous avez. Une fois que vous avez voté, vous avez fait le numéro ou le code que je viens de vous dire, il faut faire OK.
Ah ben ça marche. Alors, il reste quelques personnes qui n'ont pas voté. Les noms s'affichent. Alors, Thierry Messonnier, une zapette qui marche pas. Voilà, c'est bon. Ça a marché. Et Bon, alors, simplement, il faut arrêter de faire défiler cette affaire parce que voilà. A priori, j'ai compris qu'il y avait 84 votes pour Robert Ogef, qu'il est élu, voilà, soit à 79% des voix, 10% pour Christiane Brunjari, et ensuite, vous avez les noms qui défileront et qui seront dans le compte-rendu, bien évidemment. La majorité absolue était à 54%, Robert Ogef est élu, et je le prie, à 54 votes, pardon, je le prie de bien vouloir venir nous rejoindre. Maintenant ou pas? C'est plus tard. À la fin? Donc, bienvenue Robert dans l'exécutif. T'as pas de chance, t'as un président qui est un peu difficile. Je viens de déclarer que j'étais pas capable de prendre cette vice-présidence à la suite, donc ça veut dire que la charge va être lourde. Et si tu en es d'accord, très rapidement, Boris va prendre contact avec toi parce que j'ai une liste de courses assez conséquente. Je laisse la parole à Olivier Joly. bonsoir à toutes et à tous. Donc, premières affaires, dans les affaires traditionnelles sur les finances, les traditionnelles admissions en non-valeur. Lors de la dernière commission finances, d'ailleurs, on est rentré dans le détail de ces différentes admissions en non-valeur. Vous avez, concernant le budget principal, des créances irrécouvrables pour 9 088 € et des créances éteintes pour 2 574 €. Il est donc, alors, est-ce qu'on vote, Président, à chaque fois pour chaque budget ou est-ce qu'on fait un vote global de toutes les créanciers? Chaque budget est indépendant. Bon, alors, y aurait-il des questions? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un vote groupé? Voilà. Bon. Alors, je continue. Concernant le budget des ordures ménagères, nous avons 31 848 € de créances irrécouvrables et 6 696 € de créances éteintes. Étant entendu d'ailleurs que c'est sur ce budget-là qu'on a le plus de taux de recouvrement qui est réalisé, puisqu'on les reçoit avec les impôts fonciers, donc les gens payent beaucoup plus facilement leurs ordures ménagères que l'eau et l'assainissement. L'eau potable, justement, nous avons des créances irrécouvrables pour 14 150 € et des créances éteintes pour 7 204 €.
Et en dernier lieu, le budget assainissement, où là, effectivement, on a des créances assez importantes et qui sont plus fortes que les fois précédentes, avec des créances irrécouvrables pour 74 974 € et des créances éteintes pour 21 482 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Une abstention. Le sujet suivant à l'ordre du jour concerne l'assujettissement à la TVA de l'activité visite guidée du pays d'art et d'histoire à compter du 1er janvier 2024. Robert, ça sera pour toi. Ah oui, et visite, c'est le tourisme maintenant. Bon, c'est une délibération qui est assez simple, c'est que le pays d'art et d'histoire et l'office de tourisme organisent des visites guidées. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de règles spécifiques entre les activités culturelles non commerciales et commerciales, donc celles qui sont soumises à TVA et non soumises à TVA. En clair, quand on fait une visite pour des écoles, normalement, il n'y a pas de TVA, puisque c'est non commercial, entre guillemets. Par contre, sur un visiteur lambda, là pour le coup, ça devient sujet à TVA. Et ce qu'on vous propose pour harmoniser et simplifier tout ça, c'est que tout soit soumis à TVA et ça permettra d'avoir une cohérence sur une cohérence budgétaire à partir du 1er janvier 2024. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. On passe aux traditionnelles aussi décisions modificatives en cours d'année et notamment après la notification du SPIC. Concernant le budget principal, donc vous avez tous eu le plaisir en début d'été de savoir que le SPIC était réattribué pour cette année à notre EPCI. Donc il s'agit dans la délibération, dans la décision modificative de rajouter 811 279 € sur la ligne du SPIC en recettes fiscales additionnelles. Il faut aussi que l'on ajuste nos crédits sur les frais de personnel suite à la hausse du point d'indice et du SMIC et de la revalorisation des grilles. Donc, on doit réaffecter à peu près 114 000 € sur cette ligne-là. Quelques ajustements sur les tickets resto. On a une subvention au budget transport urbain que l'on doit virer pour l'augmentation du coût du cabotage. Et je pense que comme tout le monde ici, vous avez rendu compte que le prix des transports et en tout cas le coût de ce qu'on met pour faire fonctionner les moyens de transport a augmenté. Donc, on doit rajouter 142 000 € sur ce budget transport urbain. Tout ça nous amène à diminuer notre virement à la section d'investissement de l'ordre de 10 000 €. Mais enfin, sur 17 millions, on va dire que c'est quand même pas ce qu'on retiendra le plus. Et en budget d'investissement, dans cette décision modificative, on fait passer entre autres la réfection de toiture de 9 chalets du PRL à Husson pour un peu plus de 60 000 €, 64 000 €. On ajuste aussi une opération sur les aires de covoiturage pour 136 000 € pour l'aire de covoiturage des Farges à Saint-Marcellin. Et en dernier lieu, on peut conclure aussi là-dessus, c'est qu'on en profite aussi pour diminuer l'emprunt de 600 000 € pour l'établir à 5 millions au lieu de 5,6 millions. Donc, on a une section de fonctionnement qui s'équilibre à 1 204 000 € et une section d'investissement qui s'équilibre à 245 000 €. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative sur le budget principal? Pas de questions. Bon, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. La prochaine décision modificative concerne l'assainissement. Bon, alors là, ça sera vite vu. Il y a juste un ajustement à faire sur, encore une fois, les frais de personnel par rapport à l'incidence de l'évolution du point, du SMIC et des grilles pour 24 000 € et une diminution de dépenses imprévues également en face. Tout ça pour arriver à une section de fonctionnement qui s'équilibre à 7 000 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci de cette unanimité. On va sur la décision modificative également du budget annexe de l'eau. On retrouve les traditionnels ajustements sur les frais de personnel avec l'incidence point d'indice, SMIC et grille pour 19 000 €. Quelques ajustements pour les tickets restaurants également.
et une diminution de dépenses imprévues de fonctionnement de l'ordre de 32 000 euros. Et par contre, en section d'investissement, une écriture, mais qui s'équilibre sur des régularisations d'écriture comptable relatives à l'intégration des conventions de transfert pour 5 710 000. Y a-t-il des questions? Pas de questions non plus. On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Prochaine décision modificative qui concerne les ordures ménagères. Toujours le même ajustement sur les frais de personnel avec le point, le SMIC et les grilles pour 26 000 euros. Les tickets restaurants également. Un ajustement des dotations aux amortissements avec une adaptation des dépenses imprévues de fonctionnement. Un ajustement du virement à la section d'investissement de l'ordre de 60 000 euros. Et puis un ajustement des dotations aux amortissements en face dans la section d'investissement pour équilibrer tout ça à 17 000 euros sur la section de fonctionnement et 10 000 euros sur l'investissement. Y a-t-il des questions sur les ordures ménagères? Pas de questions non plus. On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Décision modificative concernant les transports urbains. Bon, on en parlait tout à l'heure. Les fameux 142 000 qu'on a enlevés du budget principal, on les a affectés dans le budget transport urbain, donc vous les retrouvez effectivement dans le cabotage en recettes, bien sûr, parce que ça vient de la subvention d'équipe pour pouvoir payer le cabotage. Et tout ça s'équilibre à 142 000 euros. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci de votre unanimité. Et dernière décision modificative qui concerne le budget annexe des zones économiques suite à la vente sur la zone de Chanteperdrie de bâtiments pour nos entreprises. Il s'agit de faire les variations de stock qu'il faut faire dans ces cas-là dans nos stocks de terrain pour 37 000 euros. Et également les enregistrer dans la section d'investissement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Eh bien, on va passer au vote aussi pour cette dernière décision modificative. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci de cette unanimité. Merci Olivier pour cette présentation succincte, concise, précise. Yves Martin pour la commande publique. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un seul marché, le marché de prestation de services d'assurance qui est en groupement de commande avec Loire-Forêt Agglomération et plusieurs communes. Le marché de prestation de services d'assurance arrive à son terme le 31 décembre 2023 et dans ce cadre, une consultation a été lancée et cette consultation contient 6 lots. Le lot 3, dommages aux biens. Le lot 4, responsabilité civile générale. Le lot 5, responsabilité civile atteinte à l'environnement. Le lot 6, protection juridique. Le lot 7, flotte automobile et automission. Et le lot 8, individuel accident. Sachant que les lots 1 et 2 ne concernent pas Loire-Forêt Agglomération. Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations 40% et la valeur technique 60%. 4 plis sont parvenus en réponse à la consultation et le classement des offres a été effectué par la commission d'appel d'offres lors de sa séance en date du 3 octobre, suivant le rapport d'analyse des offres du cabinet Sigma Risk qui nous a accompagnés pour l'analyse de ce marché un peu compliqué, vous l'aurez compris. Donc, à savoir que nous avons dédié à Groupama le lot 3, à la SMAC le lot 4, à Groupama le lot 5, à Groupama également le lot 6, à la SMAC le lot 7 et au groupement ACL Generali le lot numéro 8. Il est donc proposé au Conseil communautaire, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir valider ces attributions. Y a-t-il des questions ? Oui, bonsoir. Quel rapport par rapport à l'ancien marché? L'augmentation, elle est de combien? Parce qu'on n'a pas les chiffres de l'ancien marché. Alors, il y a une augmentation
qui est assez conséquent pour un certain nombre de communes, pour la bonne et simple raison que il y a la sinistralité qui entre en ligne de compte au niveau des communes, au niveau de Loire-Forêt également, mais également les augmentations du prix des assurances. Vous l'aurez sans doute constaté individuellement ou au sein de vos collectivités, de par le fait que tout ce qui a été sinistralité météorologique a occasionné beaucoup de dépenses au groupe d'assurance et qui sont des gens qui font vite les calculs pour remettre les balances à jour dans les années qui suivent. Voilà. Donc, en termes de chiffres, je ne suis pas sûr de pouvoir donner ça réellement, mais je vais quand même regarder s'il est possible de le faire. Alors, Je suis désolé, mais simplement une tendance pour savoir, pour nous dans les communes qui ne sont pas dans ce marché, pour savoir si on est bon ou si on n'est pas bon. Voilà. alors, Simplement d'avoir un pourcentage d'augmentation, par exemple. alors, environ 15%. Mais ça dépend, comme je l'ai bien précisé, de la sinistralité de la commune au préalable, du volume des choses qui sont à assurer, de la valeur qu'elle représente, enfin, voilà. Et les risques catastrophes naturelles qui augmentent, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, par rapport aux événements météorologiques que nous avons connus. Question. Et Jean-Claude Garde. Ah ben non, vous avez éteint vos micros. Faut appuyer qu'une seule fois. Non, mais je pense qu'il ne veut pas parler. Ah mais vous voulez pas parler, mais ils étaient allumés vos micros. Alors, Jean-Claude. Bonsoir à tous. Là, donc, je reviens sur ces assurances. Donc, je fais partie du groupement de commandes, donc pour ma commune, donc Arton. Et l'augmentation pour 2024, elle est de 25%. Donc, j'ai les chiffres ici. Avec 2 sinistres, effectivement, sur des bris de glace sur le tracteur de 1 000 € en 4 ans. C'est les 2 sinistres qu'on a fait en 4 ans, 1 000 €. Et là, on nous augmente de 25% sur l'ensemble des contrats. C'est une moyenne par contrat. Il y en a qui ont doublé même. Est-ce que par hasard, Je trouve que c'est beaucoup, personnellement. Je m'attendais peut-être à 6-7%. Mais pas... est-ce que par hasard, tu peux donner les montants? Ah oui. Alors, pour le lot numéro 1. Non, mais globaux peut-être. Les montants globaux, oui. L'année passée, enfin en 2023, on a payé pour 3 467,37. Et en 2024, on va payer pour 4 389,34. Donc effectivement, ça fait 25% Oui. de ces sommes-là. Ouais. Moi, je vais te donner un autre chiffre. Beaucoup. Un autre chiffre qui me fait très mal. À Montbrison, juste pour la dommage au bien, on passe de 40 000 € à 122 000 €. Et le montant global des assurances passe de 80 000 à 160 000. Donc, Oui, mais vous avez peut-être plus de sinistres que nous. non, mais 2 sinistres, 1 000 € en 4 ans. non, On mais n'a pas tiré ça. Jean-Claude, là, Non, c'est vrai. tu l'as. Oui. Après, voilà, les pourcentages, c'est une chose. La réalité, elle est aussi, et Yves l'a dit, mais je vais insister lourdement parce que j'ai eu cette délibération dans mon conseil fait ses venues à un moment donné sur une DM. Forcément, on a eu la discussion au conseil municipal parce que ça nous paraissait lourd. Donc, l'explication de la nationalisation de la sinistralité, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, toutes les casses qu'il y a pu y avoir, etc., les assurances ont complètement répercuté nationalement le problème. Donc, il y a la sinistralité interne à la commune et il y a la sinistralité totale qui se répercute sur tout le monde. Et je vais vous dire, on est assuré. On est assuré. Il y a des communes aujourd'hui qui ont du mal à trouver un assureur. Et quand vous regardez le nombre de réponses qu'on a eues, on ne peut pas dire que ça se batte pour aller assurer les collectivités. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a énormément de sinistres. Pour couronner le tout, la franchise passe de 5 000 € à 10 000 €. Parce que si on avait mis une franchise à 5 000, je ne vous raconte même pas ce que ça serait. Et pour là, on vient de me communiquer un chiffre. Pour Loire-Forêt Agglomération, c'est plus 25% aussi.
Et ces 25% représentent 45 000 € de plus. Les communes donc, qui adhèrent pas au groupement, est-ce que vous pourriez nous indiquer le taux d'augmentation si vous en avez connaissance aujourd'hui? Ben, en fait, il faut que les communes arrivent au renouvellement de leur assurance. Et je comprends ta question, Jean-Claude. Ouais. La question du groupement, c'est une question assez récurrente et bien logique, surtout quand ça augmente. Parce que quand ça baisse, bizarrement, on ne se pose pas ces questions-là, mais quand ça augmente, on se la pose, c'est bien normal. Et donc, je m'attendais avec le groupement qu'on allait avoir des prix meilleurs. Et je m'attends que c'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 30-40% d'augmentation? Aujourd'hui, le prestataire d'assurance, le prestataire de l'assurance qui est un professionnel, nous a clairement dit qu'en matière d'assurance, il n'est pas du tout certain que le fait d'avoir un groupement fasse baisser les prix. Là-dessus, sur l'assurance, il a été, lui, assez clair avec nous sur la réponse. Par contre, là où il a été aussi très clair, c'est pour trouver une assurance. Parce qu'il y a beaucoup d'assureurs aujourd'hui qui assurent la commune avec des contrats types, qui ne sont pas des contrats sur mesure, le contrat il est type. Et quand vous lisez les petites lignes, au bout du compte, la commune, elle n'est pas si assurée que ça. Il y a beaucoup d'exclusions, beaucoup de choses comme ça. Et moi, je vous invite, alors après, vous êtes tout à fait libre d'aller demander aujourd'hui à des assureurs de vous assurer une fois que, en tout cas, vous pouvez prospecter avant la fin du groupement de commande. Et la prochaine fois, ne pas suivre le groupement de commande et demander des devis. Mais voilà, attention, nous, au vu de ce qui nous a été dit, trouver un assureur, et je le redis, hein, on n'a même pas eu, d'autant plus qu'on peut avoir des prix quand on arrive à les mettre en concurrence. Là, en l'occurrence, on a des lots, il y avait un assureur, et bien content qu'il ait répondu. Parce que s'il ne répondait pas, à partir du mois de janvier, il n'y avait pas d'assurance. Mais comme toi, je peux te dire qu'il va falloir ajuster le budget. Ouais. Bien, ben, si vous en êtes d'accord, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Ouais, c'est sûr qu'il y a des fois, désolé Yvan, pas forcément envie de voter pour avec gaieté de cœur. Hein. Georges Thomas, pour des sujets de voirie. Merci, Président. Bonsoir à tous. Le premier sujet voirie concerne la commune de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite, qui a réalisé des travaux et par rapport à ce qui était prévu, il y a eu un certain volume d'enrobé qui n'a pas été utilisé. Il a donc été décidé d'affecter ce volume non utilisé à la tranche optionnelle, pardon, excusez-moi, mais pour faire des travaux de façon cohérente et faire tout un morceau de route complet, il fallait rajouter encore un petit peu à la sauce. Et donc, au total, les modifications du marché représentent 19 829 € supplémentaires. La CAO s'est réunie le 19 septembre et a donné un avis favorable. Il vous est donc proposé d'approuver cette modif du marché et d'autoriser le président ou son représentant à la signer. Avez-vous des questions? Très bien. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Le sujet numéro 2 concerne une offre de concours. Tout le monde connaît le fonds de concours qui permet d'apporter jusqu'à 50%. L'offre de concours permet d'aller jusqu'à 70%. 2 communes sont concernées. La commune de l'Hôpital des Grands, pour un montant maximum d'offres de concours possible 88 146 et qui se propose d'apporter 85 000. Et la commune de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite pour un montant maximum d'offres de concours de 36 371 et qui se propose d'apporter 36 371. La présente convention permet donc de déterminer les conditions de la mise en œuvre de l'offre de concours. Il est proposé au Conseil, à vous-même, d'accepter l'offre de concours des communes, de valider les conventions et d'autoriser le président à signer la convention et tous les documents relatifs. Auriez-vous des questions? Eh bien, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Bon, un sujet que vous connaissez tous très bien parce qu'on a eu beaucoup de délibérations sur ce sujet ou d'autres délibérations. Chère Patrice, de façon concise, le SGEV.
Allez, on va parler SGV, le syndicat de gestion des eaux du Velay. Donc, il s'agit de valider l'adhésion de 2 communes de la Haute-Loire, donc Saint-Arcon et Faye-sur-Lignon, au SGEV. Donc, comme il se doit, il doit demander à toutes les communes adhérentes à ce syndicat de valider ou pas cette adhésion à ce syndicat. Alors, moi, je vous propose de valider l'adhésion de ces 2 communes. Est-ce qu'il y aura des questions? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiendraient? Merci. Le point numéro 15, une convention de coopération avec les SGEV. Donc, pour mémoire, le SGEV a validé la sortie de Loire-Forêt Agglomération au 1er janvier 2024. Donc là, il s'agit d'une convention de coopération pour continuer la continuité du service avec l'équipe technique du SGEV, comme on l'a fait pendant un certain temps sur certains territoires. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette coopération avec le SGEV? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiendraient, qui voteraient contre? Je vous remercie. Ah, pardon. Pascal Roche. C'était une erreur d'aiguillage. OK, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Non. Et le point numéro 16, c'est les tarifs. C'est ce qu'on avait connu, nous, il y a 2 ans déjà, puisqu'on avait voté le 14 décembre 2021. C'est le lissage des tarifs pour réaliser un prix unique sur l'ensemble de notre territoire au 1er janvier 2026. Donc, vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler. Est-ce qu'il y aurait des observations sur ce lissage pour ces communes concernées? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiennent? Apparemment non. Je vous remercie. Voilà. Merci Patrice. Et je passe la parole à Éric Lardon pour un sujet de mobilité. Merci, Président. Il s'agit, oui, effectivement, de l'élaboration d'une étude partenariale sur le convoiturage avec Saint-Étienne Métropole, en l'intégrant dans le programme partenarial des PUR. Je rappelle que le programme partenarial a été validé en conseil communautaire du 7 mars 2023. Depuis cette validation du programme, nous avons donc engagé une réflexion avec l'État, les services de l'État et Saint-Étienne Métropole, sur le covoiturage à l'échelle du Sud-Loire. Il est donc proposé d'engager une étude au programme partenarial dont la réalisation est programmée pour 2 ans, avec un engagement au titre du programme partenarial 2023 dans les domaines de la mobilité. Pour cette étude, la clé de répartition sera de 60% pour Saint-Étienne Métropole, 40% pour Loire-Forêt. Un financement par le biais du fonds vert a été sollicité à hauteur de 80%, représentant donc 80% de 20 910 €. Donc, nous avons lancé cette étude en 2023. Elle n'aura pas d'incidence financière sur cette période et on propose donc de l'intégrer également pour 2024 en intégrant cette étude dans le programme partenarial. Voilà, donc l'objet du rapport, c'est d'approuver la réalisation de cette étude partagée avec Saint-Étienne Métropole. Je ne sais pas si ça suscite les questions. Comment s'est fait la répartition 60-40? Sur quelle base? Sur les discussions qu'on a pu avoir avec Luc François, le représentant de mon homologue à Saint-Étienne Métropole. On a assisté conjointement avec le préfet justement pour avoir, il y a 1 mois, 2 mois peut-être maintenant, justement sur l'intérêt de lancer cette étude, puisqu'au départ, je vous rappelle qu'il y avait ce programme était plutôt lancé dans le cadre du contrat d'axe avec les services de l'État. Il avait même été proposé à un moment donné que ce soit le SCOT qui porte cette démarche du contrat d'axe. Visiblement, les services de l'État n'ont pas vraiment donné suite au contrat d'axe. Donc, il était important que Saint-Étienne Métropole et nous-mêmes puissions avoir une vision globale, ne serait-ce que pour essayer de régler les problématiques qu'on a au niveau du nœud de la Guenière, donc en anticipant et en ayant une étude qui nous permette de voir les meilleurs emplacements possibles dans le cadre des aires de convoiturage. D'autres questionnements? Non? Christophe? Non? Pardon. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Je vous remercie.
Merci, un sujet effectivement assez intéressant à suivre. Un sujet ressources humaines pour Patrick Romestin. Allez, effectivement, modification du tableau des effectifs. Le premier point concerne le service commun de secrétariat de mairie, plus particulièrement la commune de Sainte-Foy-Saint-Sulpice, qui nous a demandé et qui nous demande d'augmenter la quotité de travail de sa secrétaire de mairie de 30 heures à 35 heures hebdomadaires. Ensuite, le deuxième point, c'est suite à la réussite au concours de catégorie B de l'agent qui occupe le poste 304, un poste de contrôleur de voirie. La proposition est de supprimer le poste de catégorie C et de créer un poste de catégorie B sur les grades des techniciens territoriaux. Ensuite, concernant le poste 66, le poste de chargé de planification qui fait l'objet pour l'instant d'une vacance, le poste est actuellement ouvert en catégorie A. L'agent recruté sur ce poste est en catégorie B, donc la proposition c'est de supprimer le poste en catégorie A et de le créer en catégorie B sur les grades d'emploi des rédacteurs territoriaux et des techniciens territoriaux. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, 2 modifications d'indices pour 2 postes, le poste 516, oui, conseiller en insertion professionnelle et un poste d'instructeur ADS. Et l'ensemble de ces modifications représente un coût supplémentaire de 650 € pour une année, sur une année pleine. Voilà, y aurait-il des questions? Qui serait contre? 3 voix. Qui s'abstient? Une abstention. Ok, merci. On poursuit avec la planification urbaine et le lancement de la modif numéro 1 du PLUI à 45 communes. Patrick Ledieu. Non, je te remets. J'essaye. Ça passe? Eh ben, c'est parfait. Merci, Président. Bonsoir à tous. Planification urbaine, ce soir, je reviens devant vous donc pour cette modification numéro 1 du PLUI qui fait suite à une modification numéro 1 du PLUI qui a été présentée ici même le 7 mars 2023, qui était une modification simplifiée, venant préciser quelques points de règlement. Cette fois, il s'agit d'une modification toujours numéro 1, mais de droit commun, comme nous nous y étions engagés dans le cadre du PLUI. Chaque année, ce document n'étant pas un document figé, nous lançons une modification de droit commun afin d'intégrer les éléments de projet des communes, tout en assurant la cohérence avec les orientations générales du document, notamment en matière de consommation d'espaces agri-naturels. Cette première procédure de modification numéro 1 de droit commun a certains objectifs que vous retrouvez listés sur le document, notamment de réduire les capacités constructibles de certains secteurs, de corriger des erreurs matérielles dans les OAP, de modifier la liste des bâtiments, mettre à jour la liste des emplacements réservés, corriger, compléter, faire évaluer la liste des secteurs de mixité sociale, corriger et mettre à jour des servitudes d'utilité publique, et on est presque à la fin, de réduire le périmètre du zonage UL3 sur la station de Chalmazel, d'adapter le règlement écrit et de compléter son lexique au regard de nouveaux éléments, de créer de nouveaux stécales, de faire évoluer des sous-secteurs de zone urbaine, de corriger des erreurs matérielles de zonage et enfin d'ouvrir à l'urbanisation certaines zones AU avec création d'orientation d'aménagement et de programmation OAP. Concernant ce dernier point, le Code de l'urbanisme prévoit que lorsqu'un projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU, elle doit être justifiée. La justification à l'ouverture des zones en question est donc exposée dans un rapport en annexe de la délibération. Bien entendu, cette modification est une procédure soumise à l'avis des personnes publiques associées et enquête publique et probablement aussi à évaluation environnementale. Est-ce que ça suscite des interrogations, des questions ? Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir prescrire la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal à 45 communes. C'est, comme je le disais tout à l'heure, cela s'inscrit dans la continuité du PLUI. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Merci Patrick. On poursuit avec le bilan triennal du PLH. Valérie Goudfarn.
Oui, bonsoir à tous. Alors, effectivement, nous avions approuvé le PLH pour une période de 6 ans, 2020-2026. Et comme on doit, à mi-parcours, faire un bilan triennal. Donc, le présent bilan est établi pour la période 2020-2023. Il est constitué de 2 parties. La première partie est consacrée aux chiffres clés de l'Observatoire de l'habitat et du foncier. La seconde partie dresse le bilan pour chacune des 21 actions du programme. Les principaux éléments du bilan triennal sont les suivants, par catégorie d'actions. Les actions dites support, qui correspondent à l'animation et à l'évaluation du programme, ainsi qu'aux actions de revitalisation des centres-bourgs. La mise en place d'un service projet urbain et accompagnant, on a accompagné une trentaine de communes dans le cadre de la redynamisation de leur centre-bourg. Le copilotage des dispositifs nationaux, PTV et Cœur de Ville. Donc, voilà, ça c'est sous la houlette de Claudine Cour. Après, nous avons réalisé 3 études thématiques, l'étude sociologique sur le choix résidentiel des ménages, l'inventaire et les études de logements vacants, et l'étude sur les besoins des personnes âgées en matière d'habitat et de cadre-vie. Voilà, il y a d'autres actions, je ne lis pas toute la note de synthèse, c'est les principales qui ont bouffé le plus de pognon. Les actions à destination des communes et des partenaires. Aide à la production neuve de logements locatifs sociaux publics et à la reconquête du parc existant, avec 229 logements sociaux financés sur la période de 2020-2023. Ça représente 185 logements en neuf et 44 logements en acquisition-amélioration. Les actions à destination des ménages, l'amélioration du parc privé. Donc 756 projets d'amélioration ont pu être soutenus dans le cadre du PIG, sur la période toujours de la période triennale 2020-2026. Sur la même période, 500 dossiers ont pu bénéficier du bonus performance énergétique et nous avons lancé un nouveau PIG donc pour la période 2022-2026. Au global, le bilan des dépenses engagées sur cette période-là est de 3 500 000 €, soit un taux de consommation de l'enveloppe globale de 27%, l'enveloppe qui est quand même de 12 millions d'euros. Je reviendrai vers vous le prochain conseil communautaire. En copie l'habitat, nous avons fait des ajustements pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et ça vous sera présenté le prochain conseil communautaire. Donc aujourd'hui, il est demandé d'approuver le bilan triennal du programme local de l'habitat en vigueur annexé à la délibération et d'autoriser le président à signer toutes les pièces administratives. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui serait contre? Pas de contre, pas d'abstention non plus? Eh bien, je vous remercie. Merci Valérie. On poursuit avec Stéphanie Fayard et un sujet sur les rivières. Attends, je te donne ton truc, mais... Non, mais dans 2 secondes. Je passe le pas. Ben oui, mais... Il veut pas. Tu prends celui d'à côté? Appuie dessus. J'allume tous les micros, ce celui-ci. Oh, il y a un point qui ne marche pas. Ah, non. Je réessaye le mien, Christine. Ça y est. Ah, voilà, parfait. Bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, il est question de la convention d'entente entre Loire-Forêt Agglomération et Saint-Étienne Métropole pour notre contrat territorial Mar-Bonson et petits affluents de la Loire. Donc depuis la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004, les EPCI peuvent instaurer entre eux des ententes afin de porter des projets relatifs à des questions d'utilité communale ou intercommunale. Loire-Forêt Agglomération est porteuse de la démarche de restauration et de gestion des cours d'eau, des zones humides et de la restauration en eau sur le territoire, de la ressource en eau. La stratégie est élaborée pour une période de 2022 à 2026
Le territoire administratif de Saint-Étienne Métropole couvre une partie des bassins versants concernés par notre contrat territorial Marbonçon et Petits Affluents de la Loire, et elle est donc intégrée dans la gouvernance de cette procédure. Cette action de coordination permet le bon déroulement de la procédure contractuelle ainsi que celle qui pourrait lui succéder dans l'objectif de gestion concertée des cours d'eau à l'échelle d'un bassin versant. L'entente a pour objet de fixer les modalités entre les collectivités. Elle permettra la réalisation d'études, de travaux et de suivi à l'échelle de ce bassin versant. Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir valider la mise en place d'une convention d'entente entre Loire-Forêt Agglomération et Saint-Étienne Métropole et également d'autoriser le président ou son représentant d'effectuer toutes les démarches concernant cette convention d'entente et de l'autoriser à signer tout document s'y référant. Y aurait-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. Merci Stéphanie. François Madvé pour des sujets patrimoine. Oui, bonsoir à tous. Donc, ce sont des modifications de contrat de nettoyage sur le lot numéro 1. Donc, Loire-Forêt Agglomération a contacté la société de nettoyage pour les secteurs sud-centre. Donc, pour un montant annuel de 138 273,40. Donc, il y a certains bâtiments qui ont évolué. Le local de l'eau dans la commune a été rendu à la commune de Saint-Cyprien et remplacé par un local à Saint-Marcelin-Forêt. Le montant forfaitaire est de 1697. Il n'est pas modifié, les surfaces sont équivalentes. Donc on supprime le local de Saint-Cyprien pour le mettre à Saint-Marcelin. L'agrandissement de la déchetterie aussi de Saint-Just-Saint-Rambert n'a pas été pris en compte lors de la rédaction du marché. Donc le montant annuel 1042,92 est rajouté au marché. À compter du 1er janvier 2024. Pour 2023, une commande supplémentaire est donc faite. La piscine du Petit Bois qui va être démolie courant 2023. Un nouveau local a dû être loué pour le service rivière qui jusqu'alors était en dessous de la piscine. Un local en dessous de la piscine. Ce local est à Saint-Marcelin-Forêt. Le montant annuel de la prestation est de 1548 € hors taxe. Donc, cette modification du marché représente une plus-value de 2590,92, ce qui porte le montant annuel forfaitaire du nettoyage à 140 964,32, ce qui représente une augmentation de 1,87 % qui est compatible avec les exigences. La CAO a émis un avis favorable et on vous demande de bien approuver cette modification de nettoyage. Est-ce que ça pose des questions? Oui, vous parlez de la piscine de Saint-Just-Saint-Rambert. Je pense qu'elle a été nettoyée avant. Donc, il doit y avoir le contrat, on a dû faire récupérer ce contrat quand même. Non, mais il ne fait pas partie, ça fait pas partie, c'était on parle de la piscine va être démolie, là, maintenant, il n'y a plus de contrat. On reprend, c'était pour le service rivière qui était en dessous, puisque c'est démoli, c'est le service rivière qui part à Saint-Marcelin. C'est le nettoyage pour le service rivière. Le nettoyage du local de Saint-Marcelin pour le service rivière. Non, mais je veux simplement savoir si à quand le marché de la piscine a été. Mais il a été annulé, le marché de la piscine. Il y a longtemps? Il a été annulé, le marché de la piscine. Il a été annulé. Non, mais il a été arrêté en décembre 2022. C'est ça. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Je continue, Président, avec l'autorisation à signer la modification. Alors, cette fois-ci, c'est pour le lot numéro 2. Loire-Forêt, donc, la même chose. Certains bâtiments donc, de LFA ont évolué en 2023. Donc, LFA a délégué à Léo Lagrange la prestation du centre de loisirs de Noir-Étable pour le restant du marché de nettoyage. On supprime donc pour 2023 le montant 1663,76 au prorata du contrat annuel initial pour un montant annuel de 4 982 € taxes pour l'année 2024. Le service des sports qui souhaite une prestation supplémentaire d'une journée par semaine au gymnase. La fréquence actuelle donc suffit pas pour un bon état de propreté. Donc le montant est de 2 976 € hors taxes.
à compter de 2023. Une commande est donc faite. L'école de musique de Loire-Estable était nettoyée en interne et l'agent a son quota d'heure, donc il faut faire une prestation supplémentaire donc de 1 428 € hors taxe. Sainte-Agathe était nettoyée en interne par les agents LFA Assainissement. Cette prestation supplémentaire est aussi ajoutée pour un montant de 2040 hors taxe. Pour les jeux, les prêts de jeux en place à l'école de Noir-Étal de service de petite enfance, cette prestation d'un montant de 1 591 € annuel est donc rajoutée au marché forfaitaire à partir de janvier 2024. Pour 2023, la commande a été faite. Donc, cette modification de marché représente 5% 24, qui est compatible avec les exigences, et la CAO, pareil, a émis un avis favorable. Est-ce que ça pose des questions? Non, pas de questions? Alors, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Une autorisation à signer pour une modification de marché de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des bâtiments pour le redéploiement du musée des Grenadières. Donc, vous savez qu'on doit fixer un forfait de rémunération qui devient définitive à l'architecte lors de l'acceptation par la maîtrise d'ouvrage de la mission APD. La phase APDI a été validée et approuvée par Loire-Forêt Agglomération. Il convient donc de fixer définitivement la rémunération du maître d'œuvre. Des modifications de programme, comme je vous l'ai dit, demandées par la maîtrise d'ouvrage, ont été demandées. En effet, il s'est avéré nécessaire de prévoir un degré de conservation supérieur pour les œuvres exposées par la partie muséale. Il y a eu quelques aléas techniques aussi. Et donc, il est nécessaire de fixer la rémunération définitive du maître d'œuvre. La modification du marché est de 53 333,86 € pour un marché, un montant initial de 335 487,86 €. Donc, la commission d'appel d'offres, lors de sa séance du 3 octobre, a émis un avis favorable, comme relaté sur le procès verbal. On vous demande aussi d'approuver cette modification. Des questions? Pas de questions, alors on passe au vote. Qui est contre? Deux, c'est ça? Je ne me trompe pas, oui, 2. Qui s'abstient? Ouais. Merci. Parfait, on poursuit avec un sujet sur l'assainissement. Thierry Hareux. Bonsoir à tous. Donc, c'est l'adoption d'un protocole transactionnel entre LFA, le syndicat mixte des Trois Ponts et Veolia, Veolia étant le DSP de la gestion de la station d'épuration de Saint-Just-Saint-Rambert, Bonson et Andrézieux. Donc, en fait, c'est la régularisation d'une prise en charge d'électricité que Loire-Forêt payait. Et on s'est mis d'accord avec Veolia pour leur refacturer une partie la moitié, en fait, de ce qu'on a payé depuis 2012. Donc, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur cet accord transactionnel et d'approuver le projet de protocole, de refacturer à Veolia 15 433,83 qui est la moitié, et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le protocole transactionnel et tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Oui, bon, je trouve que bon, on négocie, mais c'est quelque chose que l'argent comme nous de vache, je ne sais pas pourquoi on récupère pas les 100%. Donc, ils n'ont pas payé, ils payent maintenant, c'est tout. C'est une négociation, Pierre. Voilà, nous on est fautifs, eux ils sont aussi fautifs. On a trouvé un accord pour arriver à récupérer la moitié. Je trouve que pour moi, c'est jamais assez, mais c'est une négociation. Donc, il peut aussi nous dire non, on ne veut pas payer, on partait en procédure. Donc là, c'est un accord transactionnel, on s'est mis d'accord. Je trouve que c'est pas mal de ne pas partir en procédure et de récupérer à peu près 16 000 €. C'était pour te refaire taper dessus, en fait. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. On s'approche tout doucettement de la fin avec Jean-Paul Forestier pour un sujet économique.
Oui, bonsoir à tous. Je vais vous parler des fabriques prospectives avec les ANCT. Vous connaissez tous les ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est déjà présente au sein de Loire-Forêt, par son accompagnement dans plusieurs dispositifs. Action cœur de ville, petite ville de demain et territoire d'industrie. La NCT a mis en place des fabriques prospectives qui sont une offre d'ingénierie pour accompagner les territoires sur une transition écologique. Une de ces fabriques prospectives concerne la transformation des zones d'activité économique situées en entrée de ville pour en faire un facteur de transition écologique. Cette fabrique vise 6 intercos, et écoutez bien, au niveau national, dont Loire-Forêt Agglomération, au travers de la zone des Granges, en entrée de ville de la ville de Montbrison. Ce travail est financé par l'NCT avec un prestataire qui accompagnera la collectivité autour de 3 axes: la sobriété énergétique et foncière et l'économie circulaire. À la conclusion de ce travail, Loire-Forêt disposera d'un plan d'action pour la zone des Granges, bien sûr, mais qui sera utile aussi pour les autres zones d'activité sur le territoire. Il vous est donc demandé d'approuver l'engagement de Loire-Forêt dans ce dispositif. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Un sujet sur dernier point, sur la ZAC de Crémérieux à Sémigneux. Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver la vente du lot numéro 12 de cette ZAC située à Sémigneux. Cette vente sera consentie au prix de 39 € hors taxe mètre carré pour une surface de terrain de 1908 mètres carrés avec une construction de 350 mètres carrés. C'est le groupe Fiducial qui se porte acquéreur. Fiducial exerce dans le métier de l'expertise comptable et les métiers du droit, particulièrement destinés vers les petites et moyennes entreprises. Ce cabinet d'une dizaine de personnes est situé en ce moment dans le centre de la commune de Sémigneux. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Jean-Paul. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les décisions du président? Non? Juste quelques informations. Le prochain conseil communautaire est le 14 novembre à 19h30 et la prochaine conférence des maires le 31 octobre, juste avant, à 19h30 également. Bonne fin de soirée et on se retrouve autour du... Est-ce que tout le monde a bien signé la feuille d'émargement?